Albert était toujours à la recherche de la spiritualité, très jeune. Bon, je ne vais pas dire tout ce qu'il a fait, mais enfin, il a été très jeune à la recherche de la spiritualité. Albert, dès qu'il est arrivé chez nous, aux Antilles, il avait des groupes qu'il aimait beaucoup, Aswad, Third World et Bob Marley, tout de suite très jeune. Donc, il a d'abord cherché d'un côté la spiritualité, il ne l'a pas trouvé, il s'est tourné vers justement cette spiritualité Rasta. Petite précision pour nos auditeurs qui sont si nombreux à nous appeler ce matin pour notre grand jeu concours des énergies nouvelles. Restez à notre écoute. Et oui, nous vous faisons confiance, faites-nous confiance. RCI, c'est la vie. On y va? On plonge dans cette jolie mer des Caraïbes. Un petit plongeon, nous plonger. Nous caille plonger bon matin là. Président, je vous remercie. Nous vous remercions, Président, et nous souhaitons un grand succès à votre manifestation. Je rappelle que c'est le 30 juin, Fort-de-France, Saint-Pierre, à la natation. De l'athlétisme, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec les minimes, Espoir et Poussin, pour le championnat de la Martinique, qui se tiendra demain à partir de 8h au stade du Achille. Le président de la Ligue d'athlétisme, Louis-Léonce Le Curieux Laferronnet, nous a reçus à son cabinet et nous parle de l'athlétisme en général et aussi de cette manifestation. Il s'agit du début des phases des championnats de Martinique. On parlera football, bonsoir Pierre-Gilles, et on parlera football avec Roger Labour. Roger Labour, vous êtes champion de la Martinique avec l'US Robert. Alors après 56 ans, un titre qu'on a attendu aussi longtemps, je crois qu'on l'apprécie. Absolument, tout le Robert l'attendait et effectivement on l'apprécie, on l'a fêté dignement parce qu'après 50 ans, 56 ans plus précisément, tout le Robert espérait qu'un jour l'US Robert serait champion. Alors l'US Robert est champion de Martinique, vous estimez que vous méritiez ce titre à vous d'abord? C'est-à-dire qu'effectivement, les gens disent bon, c'est une sorte de consécration pour Roger Labour qui a joué pendant 15 ans à l'US Robert. Et je dirais, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est une consécration pour moi. Mais aussi, je dois remercier plus précisément les jeunes de l'US Robert qui ont fait un travail formidable. Parce que je pense que sans eux, l'US Robert ne serait pas champion. Donc je pense que je dois leur dire merci de m'avoir permis d'avoir ce titre avant mon départ. Il a failli ne pas l'avoir, j'ai l'impression. Oui, failli, c'est un grand mot. Mais l'essentiel, c'est que je l'ai. Oui. Alors c'est vrai qu'on va parler des jeunes. Dites-moi, est-ce que vous allez prendre du recul à partir de maintenant? Oui, c'est vrai. Avec place aux jeunes, on parlera effectivement des jeunes, Jean-Claude. Il s'agit de Carlos Beck, c'est un jeune franciscain. Oui, et vous l'avez suivi particulièrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Pierre-Gilles, la vie un petit peu de ce jeune? Vous l'avez suivi pendant plus d'une journée. Disons que c'est un jeune qui est partagé entre deux activités, à savoir les études, puisqu'il prépare le bac. Il nous en parlera d'ailleurs dans le reportage que nous avons effectué avec toute l'équipe de TCI. Et puis il pense à, comme on dit, aborder une carrière professionnelle, de footballeur professionnel, de gardien de but. Je pense qu'il faudrait peut-être laisser aux téléspectateurs le soin de le découvrir. Vous lui posez une question? Alors, lui poser une question, vous allez la lui poser puisque vous l'avez suivi. Oui, alors d'ailleurs c'est un jeune, et je crois que les jeunes maintenant se constituent, Roger Labour, c'est la dernière question, une nouvelle génération de footballeurs à votre avis? Oui, absolument. On constate que bon, les joueurs, les jeunes essaient ne serait-ce par le football, essaient de voir leur avenir. Et je pense que si c'est un moyen pour gagner leur vie, je pense qu'il faudrait qu'ils tentent cette expérience. Sur le plateau de performance, après l'athlétisme et la rubrique du jeune de la semaine, nous allons parler cyclisme maintenant. Je salue le président Gabriel Baffine, je salue Christian Cabrera. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. Et Christian Cabrera, il y avait tout de suite un grand prix ce matin, le Grand Prix du 22 mai, organisé par la Pédale Pilotine. Vous l'avez suivi, on vous appelait déjà Monsieur Cyclisme à Radio Caraïbes. Maintenant, on va vous appeler Monsieur Cyclisme à TCI. Nous avons eu effectivement une course ce matin qui était longue de 101 km. Je me figure que c'est l'ancien Bernard Londas qui a gagné. 36 ans. Et Jean-Claude, vous ne le savez peut-être pas, il vous a dédié cette victoire. Ah bon? Oui. Alors on aura ça en image lundi soir. Je le remercie tout de suite. Si Londas regarde son écran TCI maintenant, je le remercie. Je remercie Bernard qui est un vieux cycliste que j'apprécie beaucoup. Alors Bernard Longas qui gagne en 2h51 minutes 29 secondes. En deuxième position, son coéquipier de club Romuald Croyant à 3 secondes. Une course qui a été quand même très animée. Il y a eu notamment
une belle échappée avec les Héphaestions et Max Imbert, et puis elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais enfin on verra tout ça lundi. On verra tout ça lundi dans Performance, après le journal de nos confrères de TF1. Alors, président Braffine, à quelques mois du Tour cycliste de la Martinique, est-ce qu'on peut dire que le cyclisme martiniquais se porte bien? Jacques-Claude, avant de répondre à votre question, permettez que, au nom du cyclisme martiniquais, je vous remercie d'avoir conduit à terme ce projet, vous et vos collaborateurs. Projet qui fait qu'en ce moment, les sportifs martiniquais, le public sportif martiniquais pourra, je pense désormais, avoir de réelles émissions sportives. Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut tout simplement jeter un petit coup d'œil sur la saison, le début de la saison. Voilà. Les relations sont définitivement rompues avec la Colombie. Les relations ne sont pas rompues avec la Colombie. Disons que cette année encore, nous avons invité la Colombie, mais aux mêmes conditions que nous invitons les autres, auxquelles nous invitons les autres. C'est-à-dire que nous demandons aux équipes de payer 50% des frais de transport. La Colombie refuse de payer quoi que ce soit. Bon, tant que ce sera cette position-là, nous tenons aussi la nôtre. Sauf si nous trouvons un sponsor qui accepte de payer la totalité des frais pour l'équipe de la Colombie, à ce moment-là, nous ferons venir les Colombiens. Il n'y a pas de relation de couper avec les Colombiens, il y a simplement une autre manière de voir. C'est vrai que les Guadeloupéens ne nous rendent pas service de ce côté, puisqu'ils nous invitent tout frais payés, mais je crois que surtout quand il s'agit d'équipes qui ne rendent jamais l'appareil, en quelque sorte, qui ne nous invitent jamais, il faut que ces équipes-là consentent quelques efforts pour pouvoir venir en Martinique. Alors, Président Vébob, bonjour. Bonjour. Président Vébob, vous êtes tout simplement à la veille d'une grande compétition, le Festival de la bicyclette, qu'on avait malheureusement, qu'on n'avait plus vu depuis quelque temps. Enfin, disons qu'on n'a pas eu le festival en 92 plutôt, et donc on reprend les bonnes habitudes. Une précision, c'est la 6e édition internationale. Alors, Président, nous avons 6 étapes. 5 étapes. J'ai tenu compte des 2 demi-étapes, puisque nous en avons, je crois que c'est le samedi que nous avons les 2 demi-étapes. La 3e étape. Alors, je vous propose tout simplement, avant que nous ne parlions du profil de cette épreuve, que nous abordions les invités, parce que je crois que c'est ce qui fait l'essence même de la course. Je crois qu'on va encore être gâtés cette année. Disons que nous sommes efforcés d'être à la hauteur de la réputation de l'épreuve, à savoir que cette année encore, nous sommes efforcés d'avoir un plateau relevé avec l'équipe nationale d'Ukraine qui vient pour la première fois en Martinique, une équipe régionale du Mexique, la sélection amateur des États-Unis, l'équipe nationale du Venezuela et puis une équipe régionale française de la Loire-Atlantique. Oui, je crois qu'il faut préciser quand même que cette équipe américaine vient avec de solides grimpeurs. C'est ce qui nous est annoncé, mais vous savez, vous connaissez notre terrain, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que nous nous entourons d'un certain nombre de précautions. Quand nous lançons des invitations, elles s'adressent aux équipes nationales et l'équipe américaine nous a annoncé des coureurs expérimentés et talentueux. Alors avant, oui, vous vouliez ajouter? Non, allez-y. Alors avant que nous ne parlions des différentes étapes, je crois qu'il serait peut-être bon que nous jetions un œil sur les différents maillots, parce que là aussi, c'est l'essence même de l'épreuve. Justement, j'allais poser une question au président Vébob. Est-ce que c'est pas en manque d'argent que le festival avait été interrompu? Disons que je préfère ne pas évoquer ici la raison qui nous a amené à annuler le festival 92. En d'autres termes, nous avons perdu l'un de nos présidents d'honneur, parce que depuis on a perdu le second, qui était M. Lutouin, et nous avons pensé que l'édition 92, dans ces conditions-là, pouvait être maintenue, sans vouloir développer davantage. En tout cas, nous donnons d'ores et déjà rendez-vous à nos téléspectateurs pour voir des images de ce festival de la bicyclette et un spécial festival tous les soirs sur ce plateau pendant la durée du festival. Merci Président et à bientôt. N'oubliez pas d'enlever le micro. On parle football maintenant avec Pierre-Gilles de retour sur ce plateau et Maurice Limer qui est entraîneur de l'US Robert. Mais auparavant, Pierre-Gilles, vous avez pu avoir les résultats de la 36e journée du championnat de Division 1 en métropole. Effectivement, c'est l'avant-dernière journée du championnat
championnat de France de football de première division. Lyon a battu Lens sur le score de 3-1. Victoire d'Auxerre face à Nîmes, 5-1. Le Paris Saint-Germain l'emporte face à Nantes, 1-0. Victoire de Le Havre face à Toulon, 2-0. Lille et Saint-Etienne ont pu se départager 0 but partout. Montpellier et Strasbourg, 1 but partout. Marseille l'a emporté face à Valenciennes, c'était hier, 1-0. Toulouse, 2-0 face à Bordeaux. Caen, sur le même score face à Sochaux. Je rappelle qu'il y a eu 21 buts. Et concernant le Milan AC, il a été tenu en échec lors de sa dernière rencontre pour le championnat d'Italie. Jean-Pierre Papin, le buteur et l'avancement de l'équipe de France, et n'a joué qu'au fait 60 minutes, 1 heure de jeu. Il sera vraisemblablement mercredi face à l'Olympique de Marseille à l'occasion de cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Maurice Limer, on a l'habitude de dire quand ça ne va pas que c'est l'entraîneur qui ne va pas, et quand ça va, est-ce qu'on dit que c'est l'entraîneur qui va? Je pense à peu près pareil, parce que et c'est vrai que quand ça va, on dit que ce sont les joueurs, quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur. Mais vous savez, et le football même, c'est une question de jour, je dis, pas de chance, mais il faut savoir s'attendre à tout dans le football. Ce soir, Pierre Gilles, le président Jean-Charles Mazarin, président de l'US Robert. Président, bonjour. Bonjour. Je crois qu'on est très heureux de vous recevoir en tant que président et en tant que champion de la Martinique de cette année. Oui, il est tout jeune en plus. Oui, bon, effectivement, je suis jeune, mais je tiens également à souhaiter à la jeune télévision TCI tous mes vœux de réussite également. Alors, l'US Robert champion de Martinique, on le sait, vous y croyez, vous? Est-ce que j'y crois? C'est une réalité à l'heure actuelle. Oh oui, c'est vrai, incontournable. Alors, un titre qui témoigne, à votre avis, enfin d'un équilibre trouvé au sein du football martiniquais? Je retiendrai, je pense, dans votre question, le mot équilibre, simplement. Équilibre parce que nous avons réussi cette année l'amalgame au niveau de nos joueurs. Nous avons des joueurs anciens qui encadrent des plus jeunes, parce que nous avons une politique de formation qui nous permet justement d'avoir de jeunes joueurs. Nous avons réussi également à trouver un équilibre au niveau des dirigeants, parce que nous avons des anciens qui sont toujours avec nous, mais nous avons également cette année de jeunes dirigeants qui nous permettent justement d'avoir un certain dynamisme, une nouvelle conception de la gestion administrative au niveau de notre association. Donc c'est vrai, il y a un certain équilibre retrouvé au niveau de l'US Robert. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'être enfin reconnu par vos pairs, par le football martiniquais d'une manière générale? Enfin reconnu, bon, c'est un grand mot parce qu'il me semble que depuis ces dernières années, l'US Robert a toujours eu au niveau départemental de très bons résultats. Mais enfin, disons qu'il y a peut-être des équipes au niveau de la Martinique qui ont d'autres moyennes. Je ne connais pas toutes les moyennes. C'est vrai que, compte tenu du travail qui est effectué depuis de longues années au niveau de l'US Robert, je crois que ce titre aurait pu arriver plus tôt, mais il y a des raisons qui font que, bon, on n'a pas pu tout de suite réunir beaucoup d'éléments, beaucoup de composantes pour atteindre cet objectif. Ouais, c'est vrai que vous avez hérité quand même de quelque chose de bien, que vous avez su bien gérer là aussi. Un bon héritage. Oui, c'est un très bon héritage parce que nous avons eu la chance d'avoir au sein de l'US Robert des dirigeants de qualité. Je pense notamment à Jean-Luc Boutan, qui est un homme remarquable et qui a fait beaucoup pour l'US Robert. Je pense à des anciens comme M. Lafine également. Mais en ce qui me concerne personnellement, si je suis président aujourd'hui, c'est un peu grâce à Jean-Luc Boutan et je le considère énormément pour ce qu'il m'a apporté au sein de l'US Robert. Alors, président, être champion, c'est dur, mais le rester, c'est encore plus dur. Est-ce votre avis? Tout à fait. Moi, je crois que le travail continue, le travail commence en quelque sorte. Il faudra justement dignement représenter la Martinique à travers le tournoi des champions, mais il faudra aussi dignement représenter ce titre de champion quand nous allons rencontrer les autres équipes du championnat lors de la saison prochaine et également représenter la Martinique en CONCACAF, puisque nous aurons la CONCACAF qui arrive, et donc au niveau également des autres compétitions. Donc le plus dur, c'est de rester à ce niveau. Oui, c'est vrai que c'est bien alimenté par une très bonne formation de jeunes. Il y en aura beaucoup qui frapperont à la porte la saison prochaine. Oui, c'est ça le drame, c'est-à-dire que bon, il est un peu facile quelquefois à chaque fin de saison de venir un peu frapper à la porte de l'US Robert. Mais cette année, j'ai encore du monde à l'extérieur.
Non, personnellement, au niveau de l'US Robert, nous n'avons pas tellement cette tendance. Je crois que... ça peut vous arriver d'en accueillir quelques-uns? Ça peut arriver, mais je crois que nous avons surtout une philosophie qui fait que, bon, nous préférons travailler la formation des jeunes à l'intérieur de notre structure robertine. Et nous avons également de bons résultats au niveau des jeunes, ce qui est également notre fierté. Donc, nous avons un problème, c'est que chaque année, beaucoup d'équipes viennent justement frapper à notre porte et nous avons quelquefois de bons éléments qui partent ailleurs. J'espère que cette année, les dirigeants seront un peu plus vigilants pour faire un peu arrêter cette habitude. Une toute dernière question, Jean-Claude. Ça va coûter cher, beaucoup plus cher, la montée, comme on dit, en bourse. Ça va peut-être vous gêner à l'intersaison. Vos joueurs vous coûteront peut-être plus cher l'année prochaine. Justement, quand je parle de l'US Robert, de formation de jeunes, de philosophie, etc., au niveau de notre équipe, nous avons un certain nombre de valeurs. Des valeurs basées autour de la solidarité, une bonne animation, une bonne camaraderie, une bonne amitié. Et justement, quelquefois, ça porte des fruits et des joueurs qu'on qualifie quelquefois, bon, entre guillemets, de jeunes voulant, à travers le sport, faire des sous, entre guillemets. Arriver au Robert, leur conception change souvent parce que nous avons... Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au niveau de l'US Robert parce que ce n'est pas notre philosophie. Et je vous dis que les valeurs humanistes prennent le dessus. Il y a des petits avantages quand même. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est simplement quand nous avons de bonnes relations avec des entreprises. Effectivement, nous avons un sponsor qui nous donne un très grand coup de main au niveau du Robert. Et donc, nous avons de bonnes connaissances au niveau de l'entreprise. Nous avons François Rimbaud, qui est le président de la section football, qui connaît beaucoup d'entreprises. Nous avons des aides également au niveau des collectivités locales. Donc, par ce biais-là, nous essayons d'intégrer un certain nombre de jeunes dans des entreprises en ayant un peu une politique sociale également à ce niveau. Eh bien, Président, nous allons vous souhaiter de bonnes vacances avec votre club, puisque je crois que vous le méritez bien. Et puis, bonne chance pour l'année prochaine. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau de performance. Pierre-Gilles, la sélection de la Martinique, ça marche pour elle, le tournoi à la Jamaïque, puisqu'elle a remporté son match contre Sainte-Lucie hier soir 2-0. Il fallait remporter ce match moralement, psychologiquement, c'était tout à fait nécessaire. C'est vrai que Sainte-Lucie, depuis ces 4 dernières années, avait énormément progressé, commençait à poser quelques problèmes au club Martinique. On pourrait peut-être voir tout de suite la sélection de la Martinique. La sélection de Martinique à l'entraînement, c'était juste avant son départ pour la Jamaïque. Le club Martinique a bien débuté, vous le disiez tout à l'heure, la phase finale de ce tournoi des nations de la Caraïbe. Les Martiniquais ont battu hier soir Sainte-Lucie, le score 2-0, pas mal. Alors demain, les hommes de Raymond Destin et de Daniel Saïd-Soutane affronteront Saint-Vincent. Là aussi, c'est une vieille connaissance qui nous a posé énormément de problèmes. Donc Saint-Vincent qui a remplacé au pied levé, comme on dit, Suriname. À signaler également que Trinidad, qui sera là aussi dans ce groupe, l'adversaire le plus difficile pour les Martiniquais. Trinidad a battu l'équipe de Saint-Vincent, futur adversaire de la Martinique, le score 4-1. C'est mardi soir que la Martinique affrontera Trinidad, mais les Martiniquais sont presque sûrs, peut-être à partir d'une victoire contre Saint-Vincent, de se qualifier pour la phase finale, les demi-finales de cette Coupe des Nations de la Caraïbe qui se déroule en Jamaïque. Merci Pierre-Gilles. Bonjour monsieur Jean-Claude Asselin de Beauville. Vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de l'histoire de la radio. Vous avez été véritablement l'un des fondateurs, notamment d'RCI Martinique. Bonjour à vous. Bonjour Peggy, et puis d'abord je préférais dire Jean-Claude tout simplement. Monsieur Asselin de Beauville, ça me gêne un petit peu. Jean-Claude, parce que c'est Jean-Claude, hein, RCI c'est Jean-Claude. Donc, alors, l'histoire de la radio, c'est une très belle histoire qui a commencé pour moi en 1975, parce qu'RCI a existé avant 1975, avec Jean-Michel Lelio, Maryse notamment, qui était à Europe 1, et puis cette radio, malheureusement, s'est arrêtée, a été reprise par un groupe anglais qui s'appelait Rediffusion, et ce groupe anglais a fait fonctionner la radio pendant un certain temps, et puis elle s'est arrêtée. Est arrivé un ancien de l'ORTF, monsieur Guy Noël, qui a racheté cette station et qui a dit qu'il allait remettre en route une station pour les Antilles. Alors, comment moi j'ai pu arriver à la radio, c'est toute une histoire. Hein. Je voulais faire de la radio depuis très longtemps. J'ai voulu rentrer, à l'époque, c'était pas encore RFO, c'était l'ancien service public, je ne me rappelle pas. Peut-être pas l'ORTF, parce que ça fait un petit peu loin, mais enfin, entre les deux. Et si vous voulez, j'avais fait une demande pour être journaliste sportif, et puis je n'avais pas été retenu. Bon, entre-temps, j'ai fait le pilotage, et monsieur Guy Noël cherchait un moyen d'aller à Sainte-Lucie.
Des amis lui ont dit, contacte Jean-Claude Asselin-de-Beauville, comme il pilote, il est au Club de la Martinique, il pourra te piloter. Et je le pilotais régulièrement à Sainte-Lucie tout le temps qu'il a mis pour mettre sur pied la radio. Qu'est-ce qu'il faisait à Sainte-Lucie? Pourquoi Sainte-Lucie, justement, c'était une étape importante? Parce que lui, c'est un ancien, il avait fini, il avait pris sa retraite, et lui, c'est un passionné de radio. Et il avait entendu parler des Antilles, il aimait les Antilles, et il s'était dit qu'il y a un service public en Martinique, c'est tout, et qu'il n'y a pas d'autre radio, et qu'il fallait mettre une concurrence, parce que c'est la différence, justement, qui permet de faire le succès des radios. Et plus il y aura de radios différentes, plus le public sera content, et plus il sera informé. Et au bout de 15 jours après l'inauguration, il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que je pense de la radio? Alors je lui dis, Monsieur Guy Noël, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous êtes vraiment un professionnel de la radio, si, et je vais vous dire la vérité, si c'est comme cela que vous pensez faire une radio aux Antilles, elle est morte dans quelques jours. Pourquoi? Parce que on ne passait pas de musique antillaise, on ne faisait pas de l'info locale, c'était très métropolitain, c'est une radio très métropolitaine. Et je lui dis, ce n'est pas comme ça, s'il faut faire quelque chose aux Antilles, il faut que ce soit une radio où les Antillais puissent se reconnaître. S'ils ne se reconnaissent pas, ça ne marchera pas. Alors là, il a très mal pris, bien sûr, mais enfin, moi, comme je lui ai dit, vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai donné, mais enfin, c'est comme ça, quoi. Et il m'a rappelé quelques jours après en me disant, est-ce que je veux faire un petit bout de chemin avec eux? J'ai dit, là, c'est autre chose. Là, je suis totalement d'accord à faire un bout de chemin, mais à une condition. C'est que je puisse vous dire ce qu'on souhaite faire d'une radio aux Antilles. Et puis voilà comment c'est parti. J'ai eu de la chance parce qu'il m'a donné carte blanche. Et là, on a fait une radio qui, pour moi, était le reflet de la vie des Antillais. On a commencé à mettre de la musique locale, bien sûr, c'est la moindre des choses. On a commencé à parler créole, on a commencé à faire de l'info locale. Surtout, on a permis aux Martiniquais de s'exprimer. Parce qu'il faut savoir qu'avant, les syndicats ne se parlaient pas sur la radio publique. Tous ceux qui étaient à l'opposition du pouvoir n'avaient pas la parole. L'Antillais, le Martiniquais n'avait pas droit à la parole. On peut considérer que l'arrivée de la radio, et notamment d'RCI, a été comme une bouffée d'oxygène pour bon nombre de personnes déjà, parce qu'ils se reconnaissaient dans ce média, et puis la possibilité de libérer la parole pour d'autres qui avaient des revendications. Voilà, moi c'était surtout libérer la parole, parce que je me disais quand même, il n'est pas normal que dans un pays qui se dit démocratique, que tout le monde ne puisse pas avoir droit à la parole. Bien sûr, je ne parle pas des extrémistes ou de tout ce qu'il faut, je parle des gens, qu'on soit syndicalistes, religieux, on a droit à la parole. Tout le monde a le droit de s'exprimer, et tout le monde a le droit de pouvoir écouter l'autre et de le laisser parler. C'était pour moi ça le but de cette radio. Et montrer aux Antillais leur vie de tous les jours. C'était ça le problème, montrer la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on ne parlait pas créole au départ sur la radio, mais on n'était pas obligé de parler créole. Mais là, je parle comme ça, puis on peut commencer par les créoles sans problème. C'est comme ça, parce que c'est comme ça dans la vie. Il fallait que ce soit le reflet de la vie des Martiniquais. Voilà comment c'est parti. On va revenir quand même sur quelques éléments techniques. Comment on monte une radio? Parce que vous nous avez parlé de Sainte-Lucie. Je vous ai posé la question d'ailleurs. Pourquoi Sainte-Lucie? Pourquoi ça n'a pas été monté en Martinique? Ça, c'est une très bonne question. Et là, je crois qu'il y a une anecdote intéressante que je vais vous donner. À l'époque, seul le service public avait le droit d'émettre sur le territoire français Antilles. Donc, on n'avait pas le droit d'avoir d'émetteurs en Martinique, comme Europe 1, RMC, qui n'avait pas des émetteurs en Martinique, mais qui les avait en France, mais qui les avait en dehors de la France. La solution était de mettre un émetteur soit en Dominique, à côté, ou soit à Sainte-Lucie. C'était des émetteurs AM à l'époque. L'émetteur a été mis à Sainte-Lucie, avec des studios à Sainte-Lucie. Mais c'était vraiment des studios modestes, très modestes. Pour vous dire, petite anecdote rapidement, les platines étaient tellement grandes, elles devaient faire plus de 50 cm. On s'amusait à monter dessus, à jouer au manège dessus. C'est pour dire comment les platines étaient costauds. C'est toute l'histoire, c'est vrai tout ça. Il a installé la radio à Sainte-Lucie, studio à Sainte-Lucie et tout. Et au bout d'un moment, il était clair que rester à Sainte-Lucie, c'était difficile. Il fallait transporter toute l'information à chaque fois, tous les jours par avion et tout, amener les invités et tout. Difficile. Donc on a demandé au gouvernement de bien vouloir installer nos studios en Martinique, comme ça se faisait pour Europe 1, comme ça se faisait pour RMC. Et réponse du gouvernement, il n'en est pas question. Pas question que vous puissiez mettre vos studios en Martinique. Alors on s'est consulté, Guy Noël et moi, et puis je lui ai dit, mais enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. On est français ou on n'est pas français? Il m'a dit, oui, on est français, Jean-Claude. J'ai dit, oui, alors, et pourquoi RMC et Europe 1 ont le droit d'avoir des studios sur le territoire en France, et pas nous? Alors moi, je te propose quelque chose. On envoie un télégramme au gouvernement, et on dit au gouvernement, voilà,
nous vous demandons de bien vouloir mettre nos studios en Martinique, comme Europe 1 et RMC l'ont en France. Et dans le cas où on a refus, on commence une campagne une semaine après pour dire que nous ne sommes pas français. Vous mettiez le doigt sur le problème. C'est une réalité. Si nous sommes français, pourquoi nous n'avons pas les mêmes droits que ceux qui sont en France? Donc c'était pas du chantage, pas du tout. Si vous considérez qu'on ne peut pas avoir nos studios sur la Martinique, alors qu'ils ont leurs studios en France, ça veut dire qu'on n'est pas français. Donc on commence une campagne pour dire qu'on n'est pas français. 2 jours après, on avait les résultats. Autorisation. Et ça, c'est une anecdote mais que beaucoup de gens ne savent pas. On n'aurait peut-être pas fait ça que les studios n'auraient pas été tout de suite à la Martinique, ce qui changeait complètement la donne. Parce qu'en étant sur place, la radio a pris tout simplement un essor. C'était un boom avec la radio sur place. Vous vous êtes installé où exactement, Martinique? La première version RCI Martinique est installée où? Elle est installée à Croix-de-Bellevue, mais le premier Croix-de-Bellevue, c'est-à-dire sous les cabinets du notaire qui était là. C'était un tout petit studio, très peu de place. On a commencé avec des bouts de ficelle. Il y avait presque rien. Et je crois que ce qui a fait le succès des RCI, c'est d'abord que c'était une équipe qui en voulait, qui était très humble, qui acceptait avec des petits moyens, des petits salaires de travailler, et une équipe solidaire. Et surtout, qui n'avait pas la grosse tête. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous dites. On a l'impression qu'il y avait vraiment un esprit familial à l'époque, parce que j'imagine que vous ne comptiez pas vos heures. C'était presque 24 heures sur 24. Vous viviez peut-être presque là, dans ce petit local, justement. C'était exactement ça. C'était une famille qui n'avait qu'une envie, c'est faire la population participer à cette radio. Et très vite, la population a pris en main cette radio. Elle lui a pris le cœur. La radio lui a pris son cœur et c'est comme ça que Martinique a grandi, avec certains événements particuliers qui, eux, ont fait que là, elle a encore plus grandi. Et puis, tout le travail que vous faites en ce moment, on voit comment ça paie. Hein. Donc, c'est une continuité. Hein. C'est encore une grande famille. Hein. Et ça, heureusement que ça reste comme ça. Je vous remercie Jean-Claude. Là, je vous appelle Jean-Claude. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Le temps était très très court malheureusement parce que j'imagine que vous avez beaucoup d'autres anecdotes à nous donner sur la radio et notamment sur RCI. Merci beaucoup pour votre implication et merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. C'est surtout moi qui vous remercie parce que mon cœur il est RCI. On va parler automobile maintenant avec le rallye Sodiva Citroën, trophée Montpellier TCI qui se tiendra très bientôt les 5 et 6 juin. Je salue José Mangatal et je salue Nicolas qui est monsieur automobile à TCI. Alors, pas président, donc vous n'êtes pas encore président, José. Si. Vous êtes président. Président de la ZAM, oui. Président de la ZAM, alors président, un trophée Sodiva Citroën qui se tiendra les 5 et 6, mais avec une dénomination Montpellier TCI. Pourquoi? Eh bien, c'est un deuxième critérium Sodiva Citroën, puisque l'an dernier, Sodiva nous avait fait confiance et a renouvelé cette confiance cette année. Et nous faisons donc ce deuxième critérium Sodiva Citroën, mais nous lui avons donné une autre envergure en l'appelant trophée Montpellier TCI. Montpellier TCI étant au même titre que Sodiva Citroën, nos plus gros sponsors et nos plus grands partenaires dans cette opération. Alors José, vous avez été nouvellement élu à la tête de la ZAM. Je crois que le moment est opportun pour nous présenter votre nouvelle équipe.